Chaque jour une histoire vraie, une info qui nous éclaire, des mots justes, des faits sincères, c'est la première, la lumière. La première TV, authentique, pure et claire, présentée par Saint-Tige Senga, la voix qui nous éclaire. Clash. Ensemble, on découvre le monde tel qu'il est, Sans masque, sans détour, toujours vrai, toujours vrai. la première TV, la vérité, c'est notre affaire. Pure et claire, authentique lumière. La première TV sincère. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal et on commence par la situation sécuritaire de la reprise de villages de Kasséni et Louké dans les territoires de Massissi. Nous sommes au Nord Kivu par le rebelle d'élèves 123. 26 février. C'est une nouvelle blessure infligée à notre patrie, la République démocratique du Congo. Les informations faisant état de renforts venus du territoire voisin de Rutshuru confirment ce que nous redoutions. L'ennemi s'organise, se renforce et exploite la moindre faille pour étendre son emprise. Cette capacité de contre-offensive rapide, à peine un jour après avoir perdu ses agglomérations, démontre une stratégie bien planifiée et une volonté claire de déstabiliser durablement Massissi. La volatilité de la situation sécuritaire dans cette zone est alarmante. Les lignes de front changent au gré des combats, plongeant les habitants dans une incertitude permanente. Comment cultiver ce champ quand on ne sait pas qui contrôlera le village le lendemain? Comment envoyer ses enfants à l'école quand les armes tonnent à quelques kilomètres? Comment parler du développement lorsque la priorité devient simplement de survivre? Les déplacements des populations observés ces dernières heures sont le reflet d'une détresse silencieuse. Des familles abandonnent leurs maisons, abandonnent leurs récoltes, leurs biens, fuyant vers des zones supposées plus sûres. Mais où est réellement la sécurité lorsque l'ensemble du territoire reste instable? Chaque nouvelle vague de combat aggrave la crise humanitaire déjà critique dans le Nord Kivu. Cette situation exige plus qu'une réaction militaire ponctuelle. Elle appelle à une stratégie globale, cohérente et ferme pour restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Elle exige également une mobilisation nationale, politique et diplomatique, communautaire également. Le Nord Kivu a trop souffert, Massissi a trop pleuré, Kasséni et Louké symbolisent aujourd'hui la résilience de notre peuple, mais aussi l'urgence d'une action décisive. En tant que Congolais, nous devons refuser la fatalité. Notre souveraineté n'est pas négociable. Notre intégrité territoriale n'est pas une option. Que cette épreuve soit un rappel. La paix durable ne viendra ni de la peur ni de la résignation, mais d'un engagement ferme pour défendre notre pays, protéger nos populations et bâtir enfin un avenir stable pour des générations futures. Pendant ce temps, il y a la découverte des fosses communes à Uvira, dans la province du Sud Kivu. Nous sommes toujours à l'Est. C'est un choc profond pour la conscience nationale. Comme patriotes, nous ressentons à la fois la douleur, l'indignation face à ces révélations macabres qui viennent une fois de plus d'assombrir l'histoire déjà meurtrie de la région. Selon les informations rapportées, au moins 3 fosses communes ont été mises à jour dans la ville d'Uvira et ses environs, une zone récemment occupée par la coalition rebelle M23 RDF. Ceux qui s'appelaient des libérateurs, mais leur travail était d'embourber les gens dans des fosses communes, enterrer les gens comme s'ils sont en train de planter des maïs. La première fosse aurait été localisée sur la route menant vers la frontière de Kavimvira, non loin du bureau du Programme alimentaire mondial. 35 corps, selon les témoins, y auraient été entassés, puis sommairement recouverts de terre. Ce sont de fortes pluies qui, en ravinant les sols, ont exposé partiellement les corps, laissant s'échapper des odeurs insoutenables qui ont alerté les riverains. Cette scène est insoutenable. Elle rappelle à quel point la vie humaine semble avoir été traitée avec mépris dans ces zones de conflit. Derrière chaque corps, il y a un nom, il y a une famille, il y a une histoire, un rêve brisé. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des Congolais. Une autre fosse commune aurait été signalée à Kilomoni,
toujours à Ouvira, au cimetière de la ville. Un site distinct contiendrait également des dizaines de corps, d'après les membres de la société civile. À environ 30 km d'Ouvira, dans la cité de Sangué, le long de la route nationale numéro 5, les acteurs locaux évoquent encore l'existence d'une fosse commune renfermant une dizaine de victimes. Si ces informations se confirment, il s'agirait d'un drame d'une ampleur considérable. Des sources locales attribuent ces fosses communes aux rebelles du M23 AFC accusés depuis trop longtemps d'être soutenus par le Rwanda, une accusation récurrente dans le contexte des conflits à l'est du pays. Compatriotes, nous croyons fermement que la vérité ne doit pas être étouffée. La terre ne peut pas servir de seul éternel à nos compatriotes. Les organisations de défense des droits humains ont raison d'exiger l'exhumation systématique des corps, l'ouverture d'enquêtes judiciaires impartiales, identification de victimes et aussi des inhumations dignes. La dignité humaine ne s'arrête pas à la mort. Nous ne devons pas banaliser l'horreur. L'Est de notre pays a trop longtemps été un théâtre de violence, d'impunité et de souffrances indicibles. Chaque fosse commune est une preuve supplémentaire que l'urgence de restaurer l'autorité de l'État, de protéger la population civile et de mettre fin au cycle infernal des groupes armés. La justice est indispensable, non par esprit de vengeance, mais pour restaurer la confiance, honorer la mémoire des victimes et prévenir de nouveaux crimes. Les responsables présumés, quels qu'ils soient, doivent répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes nationales ou même internationales. Nous devons rester unis face à l'adversité. La douleur d'Ouvira est la douleur de toute la nation. Nous devons soutenir nos efforts, soutenir les efforts visant à faire la lumière sur ces crimes, accompagner les familles endeuillées et à réclamer une paix véritable fondée sur la vérité, la justice et le respect de la vie humaine. Que la mémoire des victimes ne soit jamais effacée, que leur silence forcé devienne un appel puissant à la responsabilité, à la justice et à la reconstruction d'un Congo enfin libéré de la violence, mais aussi de l'impunité. Motoka Sultani Makenga, Motoka Moïse Nyarugabo, Batoara Natangika Bango, ils sont nombreux. C'est des multirécidivistes. Ils ont été hier au RCD, au M23. AFDL avant. Oui, AFDL, RCD, M23. Donc ils ont été auteurs des crimes. Basololi, tout tient assez. De Moïse Nyarugabo, Bazares, Robert Obaya, va participer même à l'élection. Monsieur Nyarugabo a été sénateur, député national, et aujourd'hui, il retombe dans ses travers. Bertrand Bissima, bien arrangement et Salamaki pour que, en 2013, Bitumba Essila, il était déjà au M23 de cette version-là, Basultani Makenga. Bazalaki déjà. Et aujourd'hui, Basololi, Tosolaki na Uganda, Makamwesili, ba signé d'accord, ba chef d'État ba signé na Addis Abeba, Bazongi, aujourd'hui, 10 ans après ou pratiquement, ils reviennent avec les mêmes revendications, dans les mêmes conditions. Alors, qu'est-ce qui dit que demain, il n'y aura pas répétition? Ils sont comme ça. C'est l'air naturel. Ah oui, et puis même quand on a de la responsabilité. Pendant ce temps, la situation sécuritaire qui prévaut ce 26 février dans le territoire de Massissi est une nouvelle épreuve pour notre nation, la RDC. Comme compatriotes, nous ressentons une profonde colère mêlée à une immense tristesse face à cette spirale de violence qui continue de frapper notre population innocente. Depuis 2 jours, la contre-offensive du M23 a replongé plusieurs localités dans les chaos. Après avoir repris Kaniro, Kasseni et Katobo-Tobo dans le groupement de Kibabi 1er, les rebelles ont intensifié leur pression sur plusieurs axes stratégiques. À Katovu, sur l'axe Katoy, les combats se déroulent à seulement quelques kilomètres du chef-lieu du secteur, une zone pourtant récemment reconquise par les Waza du groupe Pareko. Dans les groupements Nyamaboko 1er, les échanges de tirs nourris sont signalés à Machaki, près de Kazinga. Sur l'axe Mahanga, les villages de Kibonde et Luke sont à leur tour touchés, plongeant les communautés dans une peur permanente. Derrière ce mouvement de lignes de front, ce sont des vies humaines qui sont brisées. Les bilans provisoires fait état de 4 civils tués. À Kishondia, les déplacés fouillés à Mahanga sont tombés dans une embuscade. 3 bergers ont été exécutés et plus de 80 vaches emportées. Dans nos communautés rurales, les bétails représentent la survie, l'épargne, la dignité. Les volets, c'est condamner des familles entières à la misère. Tuer les bergers sans défense, c'est une barbarie qui ne peut être justifié par
aucune cause. Mais si cela ne suffisait pas, des représailles auraient suivi. Un jeune homme abattu, un autre enlevé dont les sorts restaient inconnus. Chaque enlèvement est une angoisse insoutenable pour une famille. Chaque exécution sommaire est une blessure de plus dans la chair de la nation. Pendant ce temps, les populations fuient encore. Les femmes et les enfants, les vieillards marchaient sur des kilomètres, portant quelques biens sur la tête, abandonnant maisons, champs et bétail. Beaucoup se dirigent vers Goma et ses environs où les camps des déplacés sont déjà saturés. Cette nouvelle vague d'exode aggrave une crise humanitaire déjà dramatique. Nous refusons que cette tragédie devienne une simple statistique. Massissi ne doit pas être synonyme de guerre éternelle. Le Nord Kivu ne peut pas rester un champ de bataille permanent où les civils payent les prix les plus lourds. Il est impératif que l'autorité de l'État soit pleinement restaurée sur chaque colline, sur chaque village, sur chaque axe stratégique. Nos forces régulières doivent être soutenues, renforcées et coordonnées efficacement pour protéger les populations. Mais au-delà de la réponse militaire, il faut aussi une volonté politique forte, une unité nationale sans faille et une mobilisation diplomatique conséquente pour mettre fin à ce cycle infernal. Les exécutions sommaires, le pillage, les embuscades contre les déplacés sont des crimes graves qui doivent faire l'objet des enquêtes et même de poursuites. Notre peuple a alors trop souffert. Pourtant, malgré la peur et les larmes, il continue de faire preuve d'une résilience admirable. Comme Congolais, nous devons rester solidaires de nos frères et sœurs de Massissi. Leur combat pour la survie est celui de toute la nation. Que la mémoire des civils tués nous rappelle notre devoir collectif, défendre la vie, protéger l'intégrité territoriale du territoire et bâtir un Congo où plus jamais un berger ne sera abattu pour ses vaches, où plus jamais une famille ne sera contrainte de fuir sous les balles. Notre souveraineté et la sécurité de notre peuple ne sont pas négociables. Les pillages, c'est pas encore fini. On nous parle de pillage de dépôts d'armes des éco-gardes du parquet national de Kaouzi-Biega et l'occupation du sanctuaire des Luiro constitue une nouvelle provocation grave contre notre souveraineté et contre le patrimoine naturel de la RDC. À Bukavu, sur l'avenue Tanganyika, dans le quartier Nguba, les dépôts d'armement des éco-gardes de PNKB auraient été entièrement vidés par les éléments du M23. Toutes les armes et les munitions stockées pour la protection du parquet auraient été emportées. Cet acte n'est pas anodin. Il ne s'agit pas simplement d'un vol de matériel. C'est une atteinte directe à la capacité de l'État congolais de protéger l'un de ses joyaux écologiques classés patrimoine mondial. Le parquet national de Kaouzi-Biega n'est pas une simple forêt. C'est un symbole de notre richesse naturelle, un sanctuaire de biodiversité unique au monde, refuge notamment des gorilles des plaines de l'Est. Les éco-gardes, souvent au péril de leur vie, assurent la surveillance contre le braconnage, l'exploitation illégale de ressources et l'insécurité. Les désarmer, c'est ouvrir la porte au chaos environnemental et la destruction d'un héritage qui appartient non seulement aux Congolais aujourd'hui, mais aussi aux générations futures. C'est comme si cela ne suffisait pas. Des sources locales indiquent que les M23 a installé une position militaire au sanctuaire des Luiro. Situé à une dizaine de kilomètres de Bukavu, ce centre est reconnu pour son travail de protection des primates et réhabilitation d'animaux victimes du trafic. Militariser un tel lieu est une profanation morale. C'est transformer un espace dédié à la vie et à la recherche scientifique à un point d'appui pour la guerre. Nous voyons dans ces actes un aveu de faiblesse stratégique. Lorsqu'un mouvement armé en vue à vider un dépôt destiné à la protection des parcs et aussi à occuper un sanctuaire animalier, cela montre qu'il est en manque de moyens logistiques et cherche à se réapprovisionner partout où il le peut. Mais cette fuite en avant s'est faite au détriment de notre patrimoine, de notre environnement et de notre dignité nationale. Les Congos ne peuvent pas accepter que ces aires protégées deviennent des cibles ou des bases militaires. Quand on va vous bombarder là-bas, quand les grands prêtres pères va faire son travail, c'est-à-dire les drones, vous allez encore crier. Nous devons défendre notre territoire dans toutes ses dimensions, que ce soit humaine, écologique et institutionnelle. La protection des Kaouzi-Biega et des sanctuaires de Luiro n'est pas secondaire par rapport au conflit. Elle en fait partie intégrante, car préserver notre patrimoine, c'est affirmer notre souveraineté. Plus que jamais, l'unité nationale est indispensable. Soutenir nos forces régulières, renforcer les mécanismes de protection des aires protégées, mobiliser la communauté internationale pour condamner
et ses actes sont des impératifs. Notre terre est riche. Notre peuple est résilient. Aucun groupe armé ne doit avoir le pouvoir de transformer nos parcs, nos sanctuaires et nos villes en butin de guerre. Défendre Kaouzi-Biega et Luro, c'est défendre l'âme même de la RDC. Pendant ce temps, c'est la décision de la RDC de porter la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est un acte fort, porteur d'espoir et de fierté nationale. Compatriotes, nous voyons dans cette candidature bien plus qu'une ambition diplomatique. C'est l'affirmation de la place légitime de notre pays au sein de l'espace francophone mondial. La RDC est l'un des plus grands pays francophones au monde par sa population. Notre jeunesse, dynamique et créative, constitue une force majeure de la francophonie. Il est donc naturel que notre nation aspire à jouer un rôle moteur dans cette organisation. En proposant Juliana Amato Lumumba, Kinshasa envoie un message clair. La RDC ne veut plus être seulement un membre parmi d'autres, mais un acteur influent, capable de contribuer à l'orientation politique, culturelle et stratégique de la francophonie. Cette candidature symbolise aussi la reconnaissance du rôle historique et intellectuel des Congolais dans la promotion de la langue française en Afrique et dans le monde. La francophonie ne doit pas être perçue uniquement comme un espace linguistique. Elle est un cadre de coopération politique, diplomatique, économique et culturelle. Elle peut servir de levier pour renforcer la solidarité entre les États membres, promouvoir la paix et la stabilité dans les régions en crise, soutenir l'éducation et la formation des jeunes, défendre la diversité culturelle et multilatéralisme. Pour la RDC, qui fait face à d'importants défis sécuritaires et humanitaires, notamment dans l'est du pays, occuper un poste stratégique au sein de l'OIF permettrait aussi de porter plus haut la voix de notre peuple sur la scène internationale. C'est une opportunité pour rappeler que la francophonie doit être un espace de solidarité concrète, pas seulement de discours. Certes, aucune décision n'a encore été donnée sur les calendriers électoraux, ni sur les autres candidatures en lice. La compétition sera probablement exigeante. Mais en tant que Congolais, nous devons soutenir avec conviction cette démarche. Elle reflète notre ambition de sortir d'une posture défensive pour adopter une diplomatie proactive, influente et digne de notre rang. Cette candidature est aussi un symbole, celui d'un Congo qui croit en ses compétences, en ses filles et en ses fils, capables de diriger des institutions internationales. Elle traduit une volonté de participer pleinement à la gouvernance mondiale et de contribuer à façonner l'avenir de la francophonie au service du peuple. Plus que jamais, nous devons être unis derrière les initiatives qui élèvent l'image de notre pays. La RDC a longtemps été associée aux crises. Il est temps qu'elle soit aussi reconnue pour son leadership, sa culture, sa jeunesse et sa vision. Porter une candidature à la tête de l'OIF, c'est affirmer que la RDC ne subit pas l'histoire. Il veut désormais l'écrire. Ozala na volonté politique parce que batebele toyoka bango na maloba mais tout le monde a ba idée et bimate ndenge Yves Kambala kalazaka koloba les idées ont les jambes. Tozana kanya makasisi tozana kanya makasisi on dit matin kanya makasisi tozana kanya makasisi on dit o bana ba shege mbatongi babora boye oui ba batisuna ba komi lelo ba batisera ba tongi baboro oyo ba ko sala bilanga ba ko kumba ba train baza kolona baza kosala ba menuiserie baza ba Justin tala ba carrelage bati donc nanu ko ba wunda staff bati na kati kuna te baza ba staffer en mystique côté ba plafond ana salige petit moi dans 4 mois asali ka 4 mois mais donc awa place au bon moment tous la capacité à reloger gouvernement le salle du conseil des ministres awa grâce à des formes général Kasso Kabwi sous l'impulsion il y a un chef de l'état Moukwa Congo Fati ferroviaire pour Babengé Fati ferroviaire avec la légende bien sûr mais nous sommes ici avec la légende vivante c'est-à-dire que Solia Yakite Mbelibomoni pe na koti masolango oui baya le bino ba mayo to mesiko yo na koti masolo osenga gibiso ko pa mai to pesa bino bidon
Le gouvernement provincial du Haut-Uélé informe l'opinion publique nationale et provinciale qu'il a suivi avec attention soutenue la décision de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, portant annulation de certains contrats de sous-traitance irrégulièrement conclus entre la société minière Kibali Gold Mine et des entreprises étrangères, notamment KMS, Brouwer, Longyard, ainsi que la centrale Taille Service, identifiée comme structure ayant indûment bénéficié de marchés légalement réservés aux entreprises congolaises éligibles. Cette décision s'inscrit dans le strict respect de la loi numéro 17/0001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé et participe à l'assainissement progressif de l'environnement économique national, attaché à la promotion d'un développement local structuré et durable, notamment dans la cité minière de Durba, territoire de Ouatsa, pôle économique et stratégique du nord-est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial rappelle que la sous-traitance constitue un levier essentiel de création d'emplois, de transfert de compétences et de consolidation du tissu entrepreneurial national. Cette orientation s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, telle que mise en œuvre par le gouvernement de la République et conduit par Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, visant l'émergence d'une classe moyenne nationale forte et la consolidation de la souveraineté économique du pays. À cet effet, le gouvernement provincial du Haut-Uélé salue la décision prise par l'ARSP qu'il considère comme une étape importante vers une application rigoureuse du cadre légal en matière de sous-traitance. Il rappelle que ce mécanisme doit prioritairement bénéficier aux entreprises congolaises légalement établies et éligibles, avec une attention particulière portée aux opérateurs économiques locaux conformément à l'esprit et à la lettre de la loi. Dans le même esprit, la province du Haut-Uélé invite la société Kibali Gold Mine à poursuivre et à renforcer sa collaboration avec les autorités compétentes afin d'assurer une mise en conformité complète, transparente et durable de ces opérations de sous-traitance et à promouvoir activement les PME congolaises capables de contribuer efficacement au fonctionnement de la mine de Durba dans le cadre d'un partenariat responsable et mutuellement bénéfique. Le gouvernement provincial du Haut-Uélé réaffirme son engagement constant à défendre les intérêts économiques de la province, à soutenir les entrepreneurs locaux et à accompagner toutes les initiatives favorisant l'emploi des jeunes, la création de valeur et un développement inclusif, stable et harmonieux de la province, suivant la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est signé à Isiro le 23 février 2026, honorable Jean Bakomito Gambou. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. À la présentation, votre humble servante, Saint Tishisenga. Portez-vous bien. Chaque jour une histoire vraie, une